bien évidemment, quand on a commencé à réfléchir à l'organisation de cette rencontre, on avait en tête les 60 ans de la signature des accords d'Évian. On n'avait pas en tête le fait que la réalité allait nous percuter, que l'actualité allait nous percuter, que ce que Georges Perec appelait l'histoire avec sa grande hache allait s'abattre de nouveau sur nous. Et je voudrais reparler, je poserai une question tout à l'heure sur ça, sur la façon dont ça résonne. Mais voilà, on est dans un moment où la guerre est une réalité, ça n'appartient plus seulement au passé. Alors donc la raison de cette rencontre, c'est que ça fait 60 ans que la guerre d'Algérie, ce qu'on n'appelait pas non plus une guerre d'ailleurs, c'est marrant comme l'histoire se répète, ça fait 60 ans qu'elle est terminée, et 60 ans, c'est peut-être le temps qu'il faut, en tout cas en France, pour arriver à s'interroger sur ces grands événements, ces grands traumatismes collectifs. Et pour poser des mots justes, parce qu'il faut du temps pour poser des mots justes sur les événements. Alors, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à vous, Marie-Claude. Je crois qu'on vous appelle normalement Marie-Claude Aigri, mais que là, maintenant, on va dire Akiba Aigri, c'est ça ? C'est comme ça que vous avez signé votre livre, que je vais d'ailleurs montrer tout de suite, L'enfant qui se taisait, qui est sorti chez Gallimard. Et bonsoir à vous, Marc Sadoun. Merci d'être avec nous. Encore une histoire d'enfant. L'enfant de l'entre-deux, sorti cette fois-ci chez Bouquin. Vos livres sont profondément différents, à toutes sortes de niveaux. D'abord parce qu'il y en a un qui est un récit, l'autre qui est un roman. Vos itinéraires sont très différents. Mais donc le premier point commun est évident, c'est qu'il y a un enfant dans le titre et au cœur de chacun de ces livres. Une enfant qui s'est tue longtemps, dans votre cas, Marie-Claude. Un enfant qui n'appartient jamais tout à fait à la vie qui est la sienne. En tout cas, c'est l'impression qu'on a dans votre roman, Marc Sadoun. Je vais vous présenter l'un et l'autre très rapidement avant de vous donner la parole. Donc, Marie-Claude Akiba Aigri, vous êtes psychologue et psychanalyste. Vous travaillez à l'OPEJ, qui est un organisme qui est né dans la résistance en 1942 exactement, et qui s'est toujours consacré à la défense des enfants et des jeunes en difficulté. Aujourd'hui, c'est une fondation. Vous y travaillez depuis 40 ans. Vous êtes aussi psychanalyste. Et là aussi, je crois que vous avez beaucoup travaillé avec des enfants. Et bon, vous avez écrit, bien sûr, des articles psy. Mais là, pour la première fois, vous écrivez ce récit très personnel. Marc Sadoun, votre trajet professionnel à vous passe par la politique, enfin plus exactement l'analyse politique, puisque je crois que vous vous êtes jamais présenté à une élection. Vous étiez prof à Sciences Po, vous êtes professeur des universités, c'est un grade de l'université française, et vous aussi, vous avez signé pas mal d'ouvrages et d'articles professionnels, notamment des articles, enfin un ouvrage sur la démocratie et ses limites. Et puis, j'ai noté un article que vous avez co-signé avec Jean-Marie Donegani sur ce que le politique dit de la violence. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler si on y arrive. Mais donc le livre qui vous conduit ici ce soir, c'est ce roman, L'enfant de l'entre-deux, qui vient de sortir chez Bouquin. Marie-Claude Akiba Aigri, vous avez quitté l'Algérie après l'indépendance. Marc Sadoun, vous êtes parti quelques années, enfin au tout début de la guerre, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez l'un et l'autre que quand on a été aussi proche, touché d'aussi proche par une guerre, ce qui se passe en ce moment résonne plus ou différemment de l'impact que ça peut avoir sur des gens pour qui la guerre n'a jamais fait partie de la réalité? Marie-Claude Aigri. C'est une question. Le premier réflexe, c'est un peu comme l'enfant de l'époque. Les enfants ont du mal à réagir.
à ce qui se passe autour d'eux, parce que ce qui se joue pour eux, c'est l'effondrement de leur environnement, hein, et un effondrement subjectif. Et cet effondrement subjectif entraîne une forme d'anesthésie que je pointe tout au long du livre d'ailleurs. Et au premier abord, c'est cette même anesthésie que j'ai retrouvée, où je pouvais écrire à des amis et leur dire « mais je ne sais pas quoi penser, je n'arrive pas à réagir aux événements ». Et puis arrive l'idée « mais qu'est-ce qui se passe pour ces gens, pour ces enfants, pour ces réfugiés ?» Et de se retrouver avec cette prise de conscience que l'on a été soi-même, pas seulement exilé, mais également dans cet entre-deux, je dirais, entre la vie et la mort. Vous avez des souvenirs précis d'explosions quand vous voyez les images de ces familles avec une valise, des enfants, ça doit vous rappeler des choses. Les images sont là. Je suis née dans un bain de bruit d'explosion. La seule chose que racontait ma mère, c'est que je sortais de la maternité, disait-elle, et j'allais au Milk Bar. Le Milk Bar, c'est un des premiers attentats à Alger, quelques mois avant ma naissance. Et elle me disait, mais c'était comme avant, tu vois, il n'y avait pas eu de guerre. Et les femmes venaient avec leur bébé prendre une glace, etc. C'est-à-dire qu'il y avait une cohabitation du normal et du totalement mortifère. La vie ordinaire poursuivait son chemin en attendant que les bombes cessent. En tant qu'enfant, j'ai regardé avant la disparition et l'enlèvement, j'ai regardé la guerre du balcon, hein, et sous les arcades. Enfin, il y avait comme ça des scènes qui étaient recouvertes par la chaleur de la main maternelle ou paternelle, mais qui étaient là. Et je crois que j'ai mis du temps, et l'on met du temps, et des fois ça prend des générations avant de savoir pourquoi on sursaute lorsqu'il y a un bruit, une détonation. Mais on n'en prend pas conscience immédiatement. Et pour vous, Marc Sadoun, quand vous regardez ces images qu'on voit à la télévision, que vous écoutez les témoignages à la radio, est-ce que ça réveille des choses, ou est-ce que le temps qui a passé à refermer les cicatrices et finalement ça change rien? Mon itinéraire est un peu différent parce oui. que nous avons quitté l'Algérie en 1956 à la faveur de la guerre, justement, parce que mon père, qui, comme beaucoup de Juifs d'Algérie et de Français, vous voyez déjà comment les désigner les uns et les autres, avait fait la Seconde Guerre mondiale 2 fois, entre 39 et 40, et puis à partir de 43 jusqu'en 45, et que cette guerre qui arrivait, la remobilisation, la territoriale, remettre un uniforme, tout ça a déterminé un départ mais immédiat. C'est-à-dire que ça lui, s'est fait du jour au lendemain. Lui, il avait compris. Ah, il a tout de suite compris. Quelles étaient ses idées sur l'Algérie, sur ce qu'elle devait être, on ne sait pas très bien, mais il avait compris que c'était perdu, qu'il n'y avait plus rien à y faire. Et vous, en tant qu'enfant, vous suiviez ça, ou c'était, enfin, vous étiez en France, ça se passait loin, ça vous concernait quand même, c'était le pays dans lequel vous avez grandi, le décor? D'abord, moi, personnellement, la guerre m'a accompagné pendant toute mon enfance, parce qu'elle m'a accompagné, par les récits qu'on faisait de la Première Guerre mondiale et puis de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était très présent dans notre vie à la maison. Et puis, les 2 premières années, 54-56, moi, j'ai très présent à l'esprit, évidemment, ce qu'on a appelé les événements. C'était pas la guerre du tout à l'époque de 1954, de novembre 54. Et puis après, on s'est installé dans une vie à peu près normale, à peu près tranquille, entrecoupé, bien entendu, par les attentats, par les crépitements des machines qu'on entendait, je disais, en bas de chez nous. Et alors après le départ, mais la guerre nous a suivis. Enfin, moi, elle m'a suivi. Et elle m'a suivi personnellement dans mon engagement aussi politique à ce moment-là, sur les guerres.
Il se trouve que moi, personnellement, j'ai quitté l'Algérie, j'avais 12 ans, et arrivé en France, je me suis trouvé du côté de l'Algérie française. Pourquoi? Je ne saurais pas dire exactement. On va y revenir parce que je trouve ça très intéressant. Alors on y reviendra, peut-être en réaction contre mon père. Donc, la guerre a été présente, ne m'a pas quitté. Est-ce qu'ensuite elle nous poursuit aujourd'hui au point de déterminer notre lecture des événements d'aujourd'hui? Peut-être pas, mais en tout cas, la guerre civile, par exemple, dans les années 90 en Algérie, ça évidemment, ça a été tout important. Je crois aussi Israël. Aujourd'hui, à mon sens, c'est un petit peu loin que nous soyons marqués à ce point-là. Voilà. On la lit, me semble-t-il, avec le même regard que tout autre. Il me semble, en tout cas pour moi. Il y a, dans votre livre, il y a 3 lieux. Il y a une Algérie en 3 lieux. Il y a Redel, la ville de votre père. Il y a Boghari, je sais pas comment. Boghari à l'époque des Français, c'est Ksar Boghari aujourd'hui. Donc qui était la ville de votre mère. Et il y a aussi Alger. Et il y a aussi 3 dates. Il y a 1962, où vous apprenez l'enlèvement de votre père, enfin où votre père est enlevé. Il y a votre voyage en Algérie, vous, toute jeune femme, en 82. Et puis, il y a longue recherche dans les papiers, une recherche historique, administrative. Je voudrais que vous nous parliez de ces 3 lieux avant qu'on passe à la suite. Alors, avant de parler des 3 lieux, ça m'intéresse que vous posiez la question des trois moments, des 3 et 3. Il y a une chronologie que j'ai découverte après coup. 1962, c'est l'enlèvement, c'est la fin de la vie en Algérie, hein, voilà. Et 1982, non, un peu plus tard, enfin 20 ans après, 1982, c'est à peu près l'époque de la naissance de mon premier fils. Et là, nous avons décidé de faire ce voyage sans savoir ce que nous allions chercher. Alors, on va revenir juste un tout petit peu. Donc, 1962, les accords d'Évian viennent d'être signés. Oui. Cessez-le-feu. Votre père, qui à ce moment-là habite avec vous, famille, vous êtes à Alger. Entre Alger et le village. Entre Alger et son village. Donc, lui, il décide de retourner dans son village et il disparaît. C'est ça. Et vous commencez votre livre en racontant ce coup de téléphone. Je vous laisse raconter. Alors, l'histoire commence et s'arrête au moment d'une annonce du non-retour de mon père après avoir été aperçu avec sa voiture. Voilà. Donc c'est quelqu'un du village qui appelle votre mère pour lui dire... C'est ma grand-mère qui appelle ma mère pour lui annoncer, et moi je suis là à côté, enfant, à entendre cette annonce-là. Vous êtes toute petite. J'ai 5 ans et demi. Vous avez 5 ans et demi. Voilà. Et donc vous avez une réaction très surprenante. J'ai une réaction très surprenante. Je dis qu'il est mort. Ben, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une intuition. La séparation, c'est la mort pour l'enfant. Hein. Un parent qui revient pas, la disparition, c'est la mort. Et la mort, c'est jamais définitif pour un enfant. Hein. Ça peut ne pas l'être. Mais je prononce cette parole, qui est une parole qui est immédiatement une parole interdite. Hein. Ensuite, il y a les recherches. Hein. Il y a une année en Algérie, passée en Algérie, que je retrouve à travers les courriers, où j'ai suivi ma mère dans les différentes recherches dans le village, auprès du gouvernement provisoire, enfin toute cette quête. Votre mère est très courageuse, hein, puisque elle tient à tout prix à savoir ce qui est arrivé à son mari.
ma mère décide de prendre les devants des enquêtes qui finalement s'enlisent. Je m'aperçois qu'elles s'enlisent quand je reçois les archives, et elle décide d'aller elle-même. C'est-à-dire que c'était une famille, ma famille était une famille qui faisait partie du paysage. Hein. Les personnes du village étaient en majorité des musulmans qui étaient nés là-bas, comme mon père était né là-bas, donc elle est retournée les voir, elle est retournée demander raisonnablement, enfin avec insistance quand même, quand on lui disait... Plus qu'insistance, avec une inconscience du danger, surtout. Voilà. Donc il y a eu cette prise de conscience que j'ai vécu tout ça avec elle. Voilà. C'est très 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 curieux parce que j'étais l'enfant collé au corps maternel. Enfin, bon, je le disais tout à l'heure, vous êtes psychanalyste, donc je présume que vous avez passé pas mal de temps à retravailler tous ces événements, la façon dont vous les avez vécus, ce que ça voulait dire. Et puis là, 60 ans plus tard, vous décidez de passer de quelque chose de familial, de très privé, à un texte que vous publiez. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule du privé au public? Alors, il y a quelque chose du côté du cheminement de la mémoire et du cheminement de ce travail de mémoire et de ce travail d'écriture. Le travail d'écriture a toujours été présent. Mais il était présent dans une espèce d'écriture intérieure. C'est l'enfant que j'étais, l'adolescente que j'étais, menait un dialogue intérieur avec les disparus, je dirais. Mais intérieur, privé. Intérieur, privé, un journal avec le père, tous les événements familiaux, tous les sentiments étaient racontés à ce père imaginaire qui peut-être reviendrait un jour. Donc il y a un dialogue avec les fantômes, je dirais, qui a toujours été là, et je dirais que cette conversation, à un moment donné, solitaire, ce mouvement intérieur de la mémoire, a progressivement été appelé à dialoguer avec d'autres, je dirais, à travers une écriture et une recherche de publication qui n'a pas toujours été celle-ci. Je n'ai jamais touché jusqu'à très très récemment au récit, parce qu'il n'y avait pas de récit, il n'y avait pas de narration dans ma famille. Hein. Donc toucher à la période de la disparition de mon père, c'était quelque chose il y avait de l'inénarrable, et cet inénarrable était ancré en moi, malgré les archives, malgré les témoignages que j'ai eus lors de mon voyage. Et puis à un moment donné, ça s'est réveillé, ça a été le fil conducteur de ce texte-là. Je voudrais passer à vous, Marc Sadoun. Il y a une chose qui me frappe toujours quand on compare différentes cultures, différents pays. Par exemple, c'est évident pour tout le monde, les Américains ont parlé de la guerre du Vietnam quasiment en temps réel. Et ils ont questionné la guerre du Vietnam, c'est comme si en France, on avait besoin à chaque fois d'une ou deux générations pour arriver à parler des choses. Il a fallu 50 ans pour parler de la collaboration vraiment. Et j'ai comme le sentiment qu'il y a des paroles qui se libèrent sur l'Algérie aussi. Est-ce que ça vous paraît pertinent ou pas du tout? Oui, il faut sans doute que les choses s'apaisent. Il faut que vous mettiez votre micro plus près de vous. Il faut le recul le temps long. Les choses comme on les dit aujourd'hui, on ne les aurait sans doute pas dites de la même manière plus tôt, et on ne les aurait peut-être pas dites, et on n'aurait peut-être pas osé les dire. Oui, mais pourquoi est-ce qu'en France, il faut si longtemps pour que le discours public aborde les points douloureux? Vous vous adressez à qui, là? Aux profs de sciences politiques. C'est le sentiment. Oui, on va passer au romancier après, mais vous, c'est aussi ce que vous êtes. C'est le sentiment que j'avais. Ça dépend de quoi on parle.
je pense que de la Première Guerre mondiale, par exemple, on en a parlé immédiatement et certainement pas avec les mêmes difficultés. On pouvait être pacifiste, on pouvait être, comme on disait alors, belliciste. Cela ne changeait pas grand-chose à l'affaire. La guerre avait été vécue par les uns et par les autres et elle pouvait être dite. La Seconde Guerre mondiale, c'est autre chose. C'est-à-dire que moi, j'ai fait ma thèse sur les socialistes sous l'occupation. Donc, j'ai travaillé à la fois sur la résistance et sur la collaboration. Dans les années 70, il était très difficile de parler de la collaboration. J'étais l'un des premiers à écrire sur cette question. Comment pouvait-on penser qu'une partie de la population avait collaboré? Et il était impossible de parler des Juifs, de la Shoah, de la participation de Juifs, de Vichy, pardon, à la déportation des Juifs. Ces choses-là, on n'en parlait pas. On restait quand même dans l'idée que la France avait été un pays tout entier uni, évidemment. On sait bien ces choses-là aujourd'hui. Je pense que la guerre d'Algérie, c'est un petit peu aussi la même chose. Il est très difficile de nommer les choses. Il est très difficile, vous l'avez dit tout à l'heure, de dire que cette guerre a été une guerre. Et il est très difficile de nommer les gens. Moi, je suis un peu étonné quand on dit que je suis un pied noir. Bon, je vois pas très bien comment on peut me définir comme pied noir, mais en même temps, je ne saurais pas très bien moi-même me désigner. Pourquoi vous n'êtes pas un pied noir? Parce que j'ai pas les pieds noirs. Ok. Parce que. Mais si vous avez des chaussures noires. Mais parce que nos familles étaient installées depuis des temps immémoriaux en Algérie, qu'elles n'étaient pas des colons, qu'elles n'étaient même pas les petits Français blancs qui étaient venus s'installer en Algérie en venant d'ailleurs. Nous étions de là. Nous étions des indigènes. Mais dire que nous sommes des indigènes, le mot résonne pas très très bien. Et nous étions des Juifs, mais nous étions des Juifs français. Mais quand on était Juifs et qu'on parlait des autres, on disait les Français. Alors donc notre place, c'est évidemment tout à fait indéterminée. Bon, je vais reprendre le fil de vos livres respectifs. Donc, Marc Sadoun s'est présenté comme un roman avec un narrateur qui est fils d'un comptable, donc juif algérien, pratiquant, qui est parti en France faire son service militaire, et puis il a rencontré dans l'est de la France une jeune Alsacienne qu'on imagine blonde avec des yeux. Pas une Alsacienne. Elle est pas alsacienne, enfin disons une champenoise. Quoi. Une champenoise. En tout cas, on l'imagine blonde avec des yeux bleus, et vraisemblablement, il la ramène en Algérie. Elle se convertit, il se marie, et ça se passe à Tlemcen. Vous le mentionnez dans le livre, mais très, il faut vraiment chercher pour le trouver. Et je voulais que vous nous racontiez Tlemcen parce que, par exemple, vous décrivez la maison enfin l'appartement des grands-parents, qui sont les parents donc du père, qui habitent dans une de ces grandes maisons collectives avec plusieurs familles. Et il y a une scène qui m'a particulièrement frappée. Donc Hélène, la mère, enfin cette jeune champenoise qui débarque avec son mari, qui s'installe dans cette maison qui vit dans cette maison collective. Et un jour, une des voisines, Madame Darmon, vous l'appelez, l'invite à prendre le café. Et elle, naturellement, elle y va, elle est ravie. Et sa belle-mère, après, la gronde en lui disant on n'entre pas chez les gens, elle t'a invité pour savoir ce qui se passait chez nous. Donc, on vit côte à côte, on vit dans une espèce de promiscuité, mais on défend très soigneusement son espace familial. L'architecture,
vous dites oui, Tlemcen. Effectivement, je le dis à un seul moment dans oui, le livre, mais vous l'avez trouvé. Oui, oui. L'architecture des immeubles est très particulière. Non, ce n'est pas du tout l'architecture des immeubles tels que nous les connaissons en France. Il y a une cour au rez-de-jardin, on pourrait dire aujourd'hui, et puis il y a un premier étage avec une coursive et avec quelques appartements petits, très petits, hein, pour des familles qui souvent sont des familles très très nombreuses. Bon, la famille de mes grands-parents, 9 enfants avaient survécu, donc tout ce monde-là s'entasse dans 40 mètres carrés. Et alors on vit sous le regard nécessairement. Et les repas se préparent sur les coursives, hein, et il y a une hiérarchie sociale. Au rez-de-jardin, les Juifs, parce que ce sont aussi des Juifs, sont plus pauvres que ceux qui sont pourtant très pauvres aussi de l'étage. Toute la population de l'immeuble est juive? Toute la population de l'immeuble est juive. Chez mes grands-parents, chez nous ensuite, là où j'ai grandi, c'est la même configuration. Mais il y avait une arabe qui était en rez-de-jardin. Nous, c'était très particulier parce que notre propriétaire était un arabe. Nous étions, nous, juifs, les locataires d'un propriétaire arabe. Vous écrivez quelque part, vous décrivez la ville, vous dites il y avait la ville française, ouais. Il y avait la ville arabe, ouais. Avec des quartiers juifs qui étaient un peu à la marge, si j'ai bien compris. Ils sont, si je peux prendre l'expression, dans l'entre-deux. Oui. Aussi là, ils sont dans l'entre-deux. Ils sont pas à la marge. Il y a pas, enfin en tout cas dans ma ville, il n'y a pas de ghetto. Il n'y a pas de ghetto. Donc nous sommes là un peu dans un interstice entre certains quartiers qui sont des quartiers, disons des faubourgs, en prenant le terme dans les deux sens, faubourg et bourgeois, et puis les Juifs qui se retrouvent dans certains endroits assez dispersés malgré tout, avec des contacts qui sont assez faibles, je crois, à la fois avec les Français et avec les Arabes. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est aussi lorsque ma mère va voir Madame Darmon et que ma grand-mère le lui reproche, c'est aussi parce que dans ce lieu qui est un lieu très ouvert, finalement les contacts sont assez faibles. Les familles, c'est très curieux parce que nous formions communauté. Nous formions communauté incontestablement. La communauté juive est une communauté qui existe et où chacun, malgré tout, toujours vit sous le regard de l'autre. Je donne une anecdote dans mon livre où je dis, mais tiens, si place de la mairie, place d'Alger, j'avais vu un juif acheter un journal le samedi et le payer avec de l'argent, moi, dans ma petite tête d'enfant, j'aurais été horrifié de voir cela. C'était une transgression. Chacun vit sous le regard de l'autre. Et je raconte que lorsque nous arrivons à Marseille, justement, et que nous remontons les rues que je connais si bien de Marseille et que Marie-Claude connaît peut-être encore mieux que moi, nous arrêtons à un kiosque et je veux un sandwich au jambon. Et mon père m'achète un sandwich au jambon. Inouï, évidemment. Le jambon, on n'était jamais rentré à la maison et je n'en connaissais pas le goût. Donc pourquoi est-ce que vous le vouliez, justement? Pardon? Pourquoi est-ce que vous vouliez un sandwich au jambon si vous n'aviez jamais goûté? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'un sandwich au jambon quand on a grandi dans une maison Alors, c'est peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que je suis un enfant de l'entre-deux. Je suis un enfant de l'entre la France et l'Algérie, d'entre le blond et le brun, le blond de ma mère, le très blond de ma mère, le très brun de mon père, entre catholicité et judéité. Et mon père était venu en France très tôt, il avait 20 ans, c'est là qu'il a connu ma mère, et puis après, je ne sais pas s'il l'a ramené en Algérie, comme vous disiez, ils sont venus ensemble en Algérie, enfin ils ont fui, non, ils ont fui très exactement, ils ont pris le dernier bateau en partance pour l'Algérie, et dans ma tête, tel que je le voyais et tel que mon père me le racontait, la France est un pays de liberté. C'est
connaissait pas de limite. La France était un pays où on pouvait tout faire, même manger du jambon. Pourquoi pas du jambon avec du beurre? Double transgression. L'Algérie, c'était le milieu plus strict, comme je le disais tout à l'heure. On vit sous le regard, et quand mon père m'achète le sandwich jambon-beurre, je regarde autour de moi en m'assurant que personne ne me regarde et que je peux le manger sans que on voit que je transgresse. Marie-Claude Aigri, vous aussi vous racontez que dans le village, je me souviens plus, je crois que c'est dans la ville où votre mère a grandi, le grand-père avait une relation commerciale et sociale avec un vieil arabe qui lui livrait du bois, si je me souviens bien, et que chaque fois qu'il venait, la grand-mère lui préparait un café et des gâteaux qu'elle lui apportait devant la porte. Là encore, il n'entrait jamais dans la maison. Vous le précisez. Il y a l'intérieur et il y a l'extérieur. Dans ces deux villages, les Juifs et les Arabes vivaient côte à côte depuis des générations côte à côte. D'ailleurs, j'ai essayé de me représenter, dans l'écriture, comment dans l'après-guerre 39-45, il y a eu un basculement. Les Juifs avaient récupéré leur nationalité française et avaient commencé, je le montre, à prospérer. Il y a quelque chose comme ça d'une ascension sociale, et comment ils ont continué à travailler avec leurs amis arabes, mais il y a comme ça une frontière qui me semble s'être progressivement installée. Donc il y a une frontière, mais c'est la frontière entre le dedans et le dehors, mais cette frontière, elle existe aussi d'une famille à une autre. J'ai une représentation de monde d'un ordre. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, vous parlez d'une hiérarchie, hein, il y a un ordre qui est comme ça respecté, maintenu, et imposé par la culture, je crois, de tout temps. Hein, c'est quelque chose d'assez. On n'entre pas dans l'intimité de l'autre, je dirais. Hein, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Or, les relations de travail, ce que je montre, enfin, effectivement, au niveau de ce grand-père et des relations avec ce vieux monsieur qui était à l'école avec lui, de mon père avec ses amis musulmans avec qui il a été à l'école, ces relations existent. Il y a de la fraternité. Mais chacun chez soi. Mais chacun chez soi. Et du côté des femmes, il y a quelque chose de cet ordre-là. Elles se rencontrent au bain, au hammam. Elles se rencontrent dans les marchés. Elles se rencontrent autour juste de ces femmes arabes qui, pour gagner leur vie, travaillaient dans les familles juives, même les plus pauvres d'entre elles. Hein. Il y a aussi une hiérarchie sociale. Hein. Il y a différentes strates. Il y a des classes sociales, il y a des différences culturelles, voilà, et tout entretient ces espèces de murs. Mais ce que j'en garde, c'est que le mur le plus imposant, c'est celui entre les Français de France. Il fallait être français. D'ailleurs, moi, je suis la seule de ma famille à ne pas avoir de prénom hébraïque. Je suis née 10 ans après mes frères et sœurs, tous ont un prénom hébraïque. Mon grand-père a encore un prénom musulman, il est né tout de suite après le décret Crémieux. Mais quand vous parlez de Français de France, ça peut être des Espagnols qui se sont installés, vous parlez des colons, enfin des pieds noirs, ce qu'on appelle maintenant les pieds noirs, c'est ça? C'est les catholiques. C'est quelque chose qui Parce que quand on parle de ville française, en fait, on parle des quartiers où vivaient les catholiques. Non? Alors, dans les villages, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de Français. Alors, dans le village de Rebelle, c'est un village de colonisation. Les Français étaient des familles des
fonctionnaires. Hein, et les familles juives qui vivaient là étaient des familles qui étaient venues s'installer soit parce qu'elles avaient travaillé avec les Français. Mon arrière-grand-père était traducteur de l'armée française. Donc lorsque le village s'est installé comme village de colonisation, il a installé sa propre famille. Il y a des familles venues du Mzab qui se rapprochaient progressivement des grandes villes et qui se sont installées aussi dans ce village. Mais il n'y avait pas de famille françaises non juives parce que c'était un endroit très aride où la seule activité c'était une activité d'élevage et les colons français ne s'installaient pas dans ces zones arides. Hein. Donc il y avait là des commerçants, des artisans juifs, musulmans qui vivaient ensemble avec une hiérarchie aussi autour de la pauvreté. Hein. Je crois que c'était important. Non, simplement pour dire que il y avait une multiplicité de frontières et des frontières qui ne se superposaient pas. Quand on dit les Français, vous avez raison, il y avait beaucoup d'Espagnols. C'était les plus antisémites. D'ailleurs, ce qu'on disait, c'est un Espagnol, donc il fallait se méfier. Moi, les marques d'antisémitisme qui étaient profondes dans mon enfance venaient davantage justement des Espagnols que des Arabes, par exemple. Peut-être parce que, au fond, aussi les contacts étaient plus fréquents à l'école. À l'école, c'était très, très vivant. Donc il y a des frontières, entre les Arabes, il y a des frontières avec les Français, les Juifs, et puis il y a des frontières sociales qui traversent ça. Notre propriétaire était arabe, notre docteur était arabe, notre femme de ménage était arabe, les liens affectifs y étaient très forts, même si elles ne pénétraient pas dans notre maison, mais je crois que les gens pénétraient très peu dans les maisons les uns les autres. Mais il y avait aussi, donc, comme il y a des frontières entre les sein des Arabes, il y avait des frontières au sein de la communauté juive. Un juif riche et un juif pauvre, ce n'est pas la même chose. On ne se voit pas, on ne se fréquente pas. On savait qu'ils existaient. Alors moi je les reconnaissais pas, mais on les côtoyait à la synagogue, bien sûr, ou dans d'autres lieux. L'école n'était pas un creuset social. C'est difficile de dire que l'école est un creuset social. L'école est un creuset social, on s'en aperçoit après coup, mais pas lorsqu'on y est, pas lorsqu'on la vit. Alors, on côtoie des gens que, lorsqu'on est enfant, que l'on ne voit plus après, et lorsque l'on quitte l'école. Donc c'est un creuset social, ça non, mais quand vous dites par exemple que les juifs riches, on les voyait pas quand on était un juif pauvre, on se retrouvait pas à côte à côte à l'école de la République. L'école de la République, évidemment, qu'on s'y retrouvait, évidemment. Les Français, les Juifs, un peu les Arabes, ils étaient évidemment beaucoup moins nombreux. Mais je veux dire que dans la vie de tous les jours, lorsqu'on parlait d'un tel ou d'un tel, c'était quelqu'un qui était, comme partout, ici aussi, bien sûr, comme dans tous les mondes, c'était quelqu'un qui était extérieur à nous. Mais il était juif comme nous. Et donc, il y avait à la fois l'éloignement social, de la classe sociale, et la proximité, l'identité, évidemment, de la religion, mais pas seulement de la religion, de la culture tout entière. Parce que c'était une culture. Il y a une question que je voulais vous poser à tous les deux, et vous l'aviez mentionné tout à l'heure au début de notre entretien. Votre narrateur a une brève aventure avec l'Algérie française, avec un groupe favorable à l'Algérie française. Vous disiez tout à l'heure que c'était quelque chose qui s'était passé aussi dans votre vie. Les Juifs d'Algérie et le fait d'être français, ça me paraît un élément extrêmement important dans l'identité des Juifs d'Algérie. Est-ce que je me trompe? C'était un élément important, c'était un élément qui faisait ambiguïté. Voilà, c'est-à-dire que les Juifs d'Algérie, mais ça nous l'avons appris après, moi je n'en avais pas conscience, Tlemcen n'est pas loin du Maroc malgré tout. Hein. Les Juifs d'Algérie, on disait pas les Algériens, on dit toujours pas les Algériens d'ailleurs. On pourra dire les Thunes, les Marocains, mais on dira pas les Algériens. Oui, c'est vrai.
voilà, juifs d'Algérie. Nous étions proches du Maroc, mais incontestablement, les juifs d'Algérie étaient beaucoup plus francisés. Ils étaient français, ce qui n'était pas le cas évidemment des Marocains et des Tunisiens. Et donc cela évidemment nous participait à la construction de notre propre identité. Mais en même temps, et cela se retrouvait dans les prénoms, disait Marie-Claude tout à l'heure. Cela se retrouvait aussi dans la manière dont on pouvait désigner les actes religieux. On disait jamais bar mitzvah, on disait jamais brit mila. On parlait de ma grand-mère qui était illettrée, qui avait appris à parler le français tardivement. L'arabe était la langue vernaculaire évidemment à la maison. Ma grand-mère disait la communion. Bon, on disait la communion et on disait le baptême, et bon, tout cela on le sait évidemment. Donc tout cela marquait notre part d'identité française qui était forte. Et puis en même temps, mais c'était un savant dosage qui était assez bien réussi finalement. Hein. En même temps, il y avait tous ceux qui nous faisaient juifs et donc différents des Français. Mais ce que je dis là, moi, c'est ce que je ressentais moi. Je crois que, par exemple, mon père se ressentait infiniment plus français que je me ressentais et que je ne me ressens aujourd'hui, peut-être moi-même aujourd'hui encore. Il y avait une conscience de francité qui était ancrée en lui-même. Voilà. Il était français et il n'était pas question de lui dire le contraire. Voyez-vous, donc comment se faisait cette soupe à l'intérieur de chacun? C'était idiosyncrasique, hein, c'était particulier à chacun. Oui. Et quand on arrivait en métropole, comme on disait à l'époque, est-ce que tout d'un coup on était renvoyé au fait qu'on n'était pas tout à fait français comme les autres? Ou vous n'en avez pas le souvenir? D'abord, on n'était pas renvoyé en métropole, on était renvoyé en France. Ah. Quand nous venions en France. C'était tout à fait différent. Lorsqu'on est arrivé, oui, ça, moi, je l'ai ressenti durement. Hein. Mais en plus, ça, on était des gens très étranges. Quand je disais que on ne savait pas très bien nous-mêmes comment nous désigner et comment les autres pouvaient nous désigner. Mais les gens ne savaient pas me nommer moi. Alors moi, je m'appelle Sadoun. Mais quand on est arrivé, on disait Sadouin. Parce que les gens ne savaient pas prononcer Sadoun. Parce que ce son-là était étranger. Et puis tout en nous signalait que nous étions différents. Ça a d'ailleurs déterminé quelque chose de très particulier. Quand on est venu en France, j'avais 1 an d'avance à l'école. Bon. Je rentrais en 5e. Non, je rentrais en 4e. Et ma mère en France m'a dit, ben non, elle m'a fait redoubler ma 5e avec la conscience. Ah ben oui, avec la peur, avec la conscience que peut-être je n'y arriverai pas tout à fait, venant d'ailleurs. C'était un réflexe idiot, mais c'était très ancré. Il y a peut-être quelque chose du renforcement de l'assimilation de la France, de l'intériorisation de l'être français. Là, vous parlez de l'arrivée en France. Je suis toujours frappée quand j'entends les générations de jeunes de familles juives en ce moment. Elles ont un accent. Les jeunes ont souvent un accent, pas seulement quand ils habitent en banlieue. Ça ressemble à l'accent pied noir, quelque chose comme leurs ça. Grands-parents. Voilà. Et ça n'a pas été le cas dans ma génération, et ça n'a pas été le cas dans la génération de mes parents, ni dans celle de mes grands-parents. Et il y a eu vraiment ce processus d'assimilation de la France. Il y a quelque chose comme ça qui s'est poursuivi et qui était déjà en chemin depuis le début du siècle, avec cette cassure, je raconte pas dans ce livre-là, mais dans un autre écrit,
que lorsque ma mère s'est mise à parler, puisqu'il y avait un silence familial sur la guerre d'Algérie, qui n'était pas une guerre, et puis il n'y a pas eu d'assimilation aux événements d'Algérie, du drame familial aux événements d'Algérie, donc on ne parlait pas. Quand elle s'est mise à parler sur son vieil âge, elle racontait des histoires de guerre. Et ces histoires de guerre, c'était l'histoire de Vichy. C'était l'histoire de la déchéance de la nationalité française. C'était des réflexions comme, tu sais, ma fille, les Français ont fait beaucoup de mal aux Juifs. Où il y avait de la discrimination des Français envers les Arabes. C'était très étrange parce que ce qui a marqué ces communautés juives, en tout cas, c'est ce discours familial, c'était cette période traumatique de la période de Vichy. Comment tout d'un coup nous n'avions plus le droit d'aller à l'école, c'est-à-dire que plus français qu'on a essayé d'être français, tout d'un coup on nous dit vous n'êtes plus français, vous êtes des indigènes. Et cette récupération de la nationalité française a été a sonné en même temps, même si ça durait plus après la victoire de 45, je le raconte un petit peu dans le livre, de cette période-là où enfin on allait pouvoir devenir français à nouveau. Et c'est toute cette construction identitaire. Et je pense que c'est après coup, enfin c'est les générations d'après qui ont connu cette question de l'entre-deux. Je me suis longtemps posé la question de qu'est-ce qu'il en est de l'Orient, qu'est-ce qu'il en est de cette arabité. Pourquoi on parle arabe et que moi on m'a pas appris l'arabe? Pourquoi on m'interdit d'employer des mots arabes? Mais vous, dans votre livre, vous revenez en Algérie, enfin dans les faits, vous revenez en Algérie dans les années 80, et vous cherchez à comprendre, et vous arrivez, et c'est ce que j'ai trouvé assez intéressant, que vous entrez en plein dans la politique algérienne, parce que votre père a été enlevé dans un village où il y avait une lutte entre les partisans de Messali Hadj et des unités du FLN. Tout à fait. Et il a probablement été assassiné dans ce cadre-là, dans le cadre d'une lutte fratricide de libération de l'Algérie. On est loin de la France, là. On est loin de la France, là. Oui. Et vous racontez, quand vous racontez votre voyage en Algérie, donc on est dans les années 80, on sent une pesanteur, on sent une tristesse. C'est le sentiment que vous avez eu? Alors oui, et c'est un village fantôme. C'est bien après que j'ai découvert l'histoire des différentes factions du MNA et de la personne ne vous parle, les gens ont peur. Non, personne ne parle de rien. Et puis moi, je ne suis pas au courant, je n'ai pas questionné là-dessus les livres d'histoire. Voilà, le livre sur Messali Hadj de Stora n'était pas sorti. J'ignorais le nom des amis de mon père et dont ce ministre qui a fait partie des compagnons de Messali Hadj. J'ignorais tout cela. Donc j'ai rencontré des personnes, j'avais un ou deux noms en tête parce que je n'en ai pas parlé à ma famille, donc j'avais comme ça des noms et j'ai été voir des personnes qui étaient des gens de la génération de mon père, mais qui ne pouvaient pas parler. Qui vous ont accueilli très généreusement, mais avec une espèce de distance. Et qui m'ont accueilli avec une grande distance. Généreusement, c'était du côté du village de ma mère. Qui nous ont imposé un accompagnateur pour aller dans le village de mon père. Parce que c'était encore une zone, disait-il, où il ne fallait pas s'aventurer seul. Et là, j'ai trouvé du silence, j'ai trouvé de la peur, j'ai trouvé de la honte et quelque chose d'une impossibilité de parler 20 ans après de l'histoire. Même 20 ans après. Et j'ai découvert qu'ils avaient vécu, ils avaient leurs blessures, ils avaient leurs douleurs, et qu'ils étaient encore meurtris.
C'est-à-dire que vous êtes arrivé là en pensant qu'il n'y avait que vous, en fait, qui étiez meurtri, blessé. Je connaissais pas l'histoire. J'étais partie voir, comme on va voir, les lieux où on habitait. Voilà, où est la maison de mon père? Ben, vous avez connu. Voilà. Et ces maisons-là étaient encore sous scellés. C'était encore il n'y avait pas de possibilité d'en parler. On ne voulait pas qu'on prenne de photos avec nous. Voilà. C'était un espèce de, c'était la fin d'un monde. Mais c'était la fin d'un monde pour eux aussi. Il y avait quelque chose de la douleur du départ des Juifs du village. C'était 80% de la population, les Juifs du village. Hein. Donc le village s'est vidé. Marc Sadoun, vous n'êtes jamais retourné en Algérie? Non, plusieurs fois j'ai voulu le faire, en particulier avec ma mère. Et là, c'est la guerre en Algérie dans les années 90 qui nous a empêchés d'y retourner. Elle aurait voulu retourner, oui, elle. Oui. Elle aurait voulu y retourner. Sa vie en Algérie n'avait pas été facile parce que je crois qu'une femme de France qui se convertit au judaïsme ne se sent pas toujours dans son élément en Algérie. Elle avait une relation très particulière avec mon grand-père qui était extrêmement religieux. Ils avaient noué une relation d'ailleurs incompréhensible pour mon regard d'aujourd'hui. Comment un homme qui se tient à distance des femmes, qui ne touche personne, ni les hommes ni les femmes, et peut-il entretenir une relation aussi intime avec une femme qui vient d'ailleurs, de si loin? Ça reste un mystère pour moi. Mais enfin, malgré tout, il y avait toujours la nostalgie de la France. Mais une nostalgie difficile à maîtriser. Quand on dit l'entre-deux, c'est difficile à déterminer parce que l'entre-deux, c'est pas un point qui est à égale distance des deux extrêmes, ça bouge, ça va d'un lieu à un autre, et donc il y a ce sentiment-là que on est d'ici et pas d'ici, qu'on va partir et qu'on va rester. Moi, mon père, par exemple, peu après l'éclatement des événements de novembre 1954, achète un petit terrain ou à la périphérie de la ville dans un petit lotissement, et puis il le revend très vite et finalement il achète sur plan un appartement en France, pendant que autour de nous tout se passe comme s'il n'y avait rien, comme si rien n'était. On construit, on améliore, on embellit, enfin la vie reprend. Donc il y a une hésitation qui est une hésitation permanente, et il y avait effectivement un désir de retour de ma mère vers l'Algérie, mais dans un lieu qui n'avait jamais été tout à fait le sien. Il ne pouvait pas être tout à fait le sien. Et pour vous, donc 60 ans plus tard, c'est quoi l'Algérie aujourd'hui? C'est quoi, pardon? L'Algérie, c'est quoi pour vous? À part votre enfance? Alors, pour moi, il y a une césure, et je ne sais pas pourquoi. C'est une césure des années 90. L'Algérie était très très proche jusqu'alors, très proche. Je me sentais extrêmement solidaire. Et lorsque la guerre civile a éclaté en Algérie, que les massacres partout, au fond, je les ai ressentis aussi vivement que je ressens Israël depuis lors. Et après, c'est un autre pays. C'est un autre pays. Donc c'est un pays où il y a les tombes. Ça, c'est très présent dans ma tête. Il y a les tombes de ma famille. Il y a le tombeau du Rav, du Rav à Tlemcen, qui est effectivement un lieu de pèlerinage important. Mais c'est un autre pays. Ce n'est plus mon pays, et ça l'est resté longtemps pourtant. Voilà, la bascule, ce n'est pas l'indépendance, c'est la guerre civile. Ouais. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Ouais, je ne saurais pas l'expliquer. Et pour vous, Marie-Claude, vous m'avez parlé au téléphone d'un espèce de lieu imaginaire. Je crois que c'est ça que vous aviez. Il y a le lieu imaginaire et il y a l'interdit.
Il y a le sceau de l'interdit. Comme il y a eu le sceau de l'interdit d'en parler, de reparler de l'Algérie. Et là, il y a l'interdit. C'est un pays interdit. C'est un pays aux portes fermées. C'est comme ça que je le dirais. Le pays imaginaire, c'est tout ce qui est remonté avec l'écriture, et tout ce qui remonte avec la mémoire de la chaleur familiale, des cuisines de l'enfance, des femmes. C'est-à-dire que même si vous retourniez, même si, imaginons que tout d'un coup les relations politiques, la situation se relaxait, qu'il était facile d'avoir des visas touristes, vous vous imaginez mal partir avec vos enfants, aller passer des vacances en Algérie? Les vacances, ah oui, c'est pas un pays de vacances. C'est lorsqu'on se regarde autour de nous, chez nos amis qui viennent de Tunisie et du Maroc, la situation est très différente. Oui, c'est-à-dire que eux, ils trouvent normal d'aller passer les vacances à Casa ou. Non, il y a une rupture décisive qui s'est faite. Je crois aussi beaucoup du fait de la situation très particulière de l'Algérie au regard des autres pays, la manière dont le pays lui-même s'est refermé. Il s'est refermé, il ne nous a pas laissé d'interstices par lesquels on pourrait pénétrer. Ce qui fait que nous n'y avons plus notre place. Voilà. Dernièrement, mon fils m'a dit, tiens, allez, on y va tous les deux. Je me dis, très bien, il y a un très bel hôtel à Tlemcen, nous allons y aller. Puis, je regarde, puis je dis, tiens, on peut pas aller en pèlerinage sur le tombeau du Rab. Ah bon, c'est fermé. Non, donc on n'y va pas. Voilà. Et je pense que c'est moins nous qui nous sommes fermés à l'Algérie que l'Algérie qui s'est fermée à nous-mêmes et qui nous est devenue étrangère. Normalement, puisqu'on est là pour parler d'un roman et d'un récit, je vous poserai pas la question, mais là c'est difficile de pas le faire. Il y a quand même un juif d'Algérie, français bien sûr, qui est candidat à la présidentielle avec un discours d'extrême droite. Est-ce que Marc Sadoun, à la fois en tant que politologue et parce que vous mettez dans votre roman un personnage qui, effectivement, très brièvement flirte avec l'extrême droite, vous avez une explication de ce qui fait qu'on peut avoir un personnage aussi hors norme qu'Éric Zemmour? Non. Non, Oui, mais ça me ramène au fait, à la question que je posais tout à l'heure sur vous disiez qu'il est devenu plus français que juif, sur le fait qu'il m'a toujours semblé que c'était très important dans la structuration des juifs d'Algérie, le fait d'être français. Et c'est comme si Zemmour prenait ça et le multipliait à la puissance 100. Oui, mais peut-être aussi parce que lui a oublié volontairement et a mis de côté sa part de juif. Dans son discours, la manière dont on peut accorder sa part de judéité, sa part de français, trouve un équilibre très décentré. On peut être juif à condition que l'on soit un juif français, que l'on soit français avant d'être juif, ou juif avant d'être français. Est-ce que ces questions, nous les posons? Certainement pas, et en tout cas, certainement pas dans ces termes. Mais votre narrateur, à un moment, quand il a 18 ans, il flirte avec un groupe d'extrême droite. Donc, vous avez mis ça dans votre livre. Alors, le narrateur, oui, flirte avec un groupe d'extrême droite, flirte avec des gens qui ne le sont pas, qui sont juifs eux-mêmes, qui sont engagés pour la cause de l'Algérie française. Le narrateur lui-même est emprisonné à un moment, arrêté, se trouve dans un camp de concentration en vertu... Camp de concentration, peut-être un peu fort comme terme. L'hôpital Beaujon, c'était pas un camp de concentration. C'est un lapsus, mais... Oui, très joli. Mais Marie-Claude ne me corrigera pas en psychanalyste. Pas ce soir.
Dans un camp, disons, dans un camp de rétention, c'est plutôt ça que dans une prison, en vertu de l'article 16, c'est-à-dire pour un délit d'opinion, l'extrême droite ici se surajoute, c'est-à-dire que au sein de l'Algérie française, il y a des gens de toutes sortes, mais ce qui frappe le narrateur là à ce moment-là, c'est le fait de se retrouver aux côtés d'individus qui viennent de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, parce que le fascisme, donc lui, il est dans ma famille, pour mon père, c'est l'horreur absolue. D'accord, donc lui, il est là pour l'Algérie française. Voilà, il est là pour l'Algérie française, donc il se retrouve ces côtés-là, chose que, évidemment, son père n'accepterait pas une seconde. Bien sûr, donc quand moi je fais un rapprochement avec Zemmour, vous acceptez pas évidemment, puisque pour vous c'est tout à fait une autre démarche. Tout à fait autre chose. Et si vous me posez la question, Zemmour reste un mystère pour moi. D'accord. Allez-y Marie-Claude. Oui, je dis, il faut remettre dans le contexte. Je crois que les Juifs comme les Français d'Algérie tenaient à ce que l'Algérie soit française, et être adolescent à cette époque-là, à part si on est militant d'une famille militante au Parti communiste notamment, il y a d'abord cette nécessité de ne pas lâcher quelque chose. C'était le mode commun, quoi. Vous êtes en train de dire que c'était le mode commun. Oui, tous n'ont pas adhéré à l'OS, mais je pense qu'il y avait quelque chose d'une incompréhension de l'histoire à ce moment-là. Hein. On a une question du public que je vais laisser mettre plus loin pour éviter les. Voilà. Un Larsen. Non, faut vraiment que j'aille très 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 loin. Voilà. Alors, de Olivier Kézou-Rousseau, j'ai d'ailleurs 2 questions. Diriez-vous que l'identité culturelle juive d'Algérie était complètement séparée de celle des autres composantes de la population algérienne, ou bien voyez-vous des éléments qui constituaient un socle commun? Et on a une deuxième question que je poserai après. Le socle commun, comme le disait Esther Nenman tout à l'heure, c'est l'école, c'est l'éducation, c'est ce que l'on apprend justement de la France, des batailles de France, etc. Moi, j'avais beaucoup de mal à relier ma France et la France qu'on nous enseignait à l'école. Situer Verdun, par exemple, alors que c'était très très proche de la Marne d'où venait ma mère, était très difficile. Mais ça, c'est le creuset. C'est le creuset, c'est ce qui faisait de nous des Français attachés à bien parler le français avec un accent, et parfois on n'arrivait pas, je le dis dans le livre, à un moment tout à fait à prononcer le O, que maintenant j'ai appris à prononcer, mais qu'alors nous avions du mal à prononcer. Donc cela faisait de nous incontestablement des Français, pleinement Français. Mais nous étions juifs par ailleurs. Et c'était différent par les fêtes. Nous pouvions partager les fêtes aussi des autres. À la maison, nous fêtions Noël. Mon père allait chercher une branche de pin à la forêt, et puis on le garnissait, et nous tournions autour de l'arbre de Noël, et il y avait des cadeaux de Noël, etc. Donc en ce sens, il y avait aujourd'hui, on pourrait presque dire une pollution de nos pratiques par quelque chose qui pouvait sembler être étranger, mais en même temps, nous fêtions nos fêtes de manière particulière. Elles n'étaient pas les mêmes, ce n'étaient pas les mêmes jours, nos coutumes n'étaient pas les mêmes, notre cuisine n'était pas la même. Moi, notre cuisine à la maison était un petit peu différente parce qu'elle était mixte. Je mangeais des soufflets, des pellinones, des plats que faisait ma mère, des plats de France, et puis nous mangions évidemment le couscous du vendredi soir et la tafinade du samedi midi, cela va de soi. Mais par la stricte observance surtout de la religion, nous nous distinguions. Et moi, le Shabbat, je le disais tout à l'heure, me frappait tout à fait parce que ce jour-là était un jour particulier qui faisait de nous des êtres différents.
seconde question de la même personne, et je crois que c'est une réaction à ce que vous avez dit, Monsieur Sadoun, parlant de l'Algérie. Il reprend, entre guillemets, pays aux portes fermées, c'est profondément cela. C'est un pays qui a basculé dans le totalitarisme en choisissant de n'être que musulman, arabophone, collectiviste dès 1962. Sa fermeture vient de ces exclusions. Il y a une question ? Non. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une question? Est-ce que c'est une interpellation? Est-ce que vous pensez devoir donner une réponse à cette remarque? Sinon, je voudrais que vous revenir à la première question, qui était le creuset culturel. Vous n'avez pas répondu, Marie-Claude. Alors, ça me faisait penser à la question de la langue. Je pense que là, il y a quelque chose d'une perte. Le français parlé par les Juifs en Algérie était un français qui avait en arrière-plan la langue fantôme qui était l'arabe et le judéo-arabe et le judéo-espagnol. Et ça, c'est quelque chose qui a été un peu camouflé et que l'on commence à retrouver. Vous disiez, il y a des pèlerinages. On commence à retrouver ce patrimoine que la langue a conservé, parce que on regarde parler de la cuisine, mais il y a la cuisine, il y a aussi les expressions, il y a aussi les chants, il y a aussi la manière de la liturgie. Il y a un véritable patrimoine là qui est là. Alors c'est peut-être pas vous n'avez pas le creuset, c'est pas tout à fait ça, mais c'est peut-être ce qui fait la singularité. Voilà. Juste peut-être sur oui, la langue, c'est très important. Et en même temps, il y a un moment de rupture. Il y a un moment de rupture générationnelle. Moi, je disais tout à l'heure que l'arabe était la langue vernaculaire chez mes grands-parents et mes parents parlaient, mon père, pardon, et ses frères et sœurs parlaient évidemment l'arabe. Nous, il s'est perdu. Il n'a pas été transmis. Là aussi, je crois qu'il y a, enfin, je ne sais pas si c'était dans toutes les familles pareil, mais enfin, je crois que c'était quand même très différent là aussi du Maroc et de la Tunisie. Il y a eu un moment où, au fond, on est devenu encore un petit peu plus français à part entière par la langue, justement. Par la langue. Ouais. Bon, j'ai deux petites remarques à faire avant de vous remercier l'un et l'autre. D'abord, à propos de judéo-arabe, il y a un film de la réalisatrice Nourit Aviv qui sort ou qui vient de sortir sur les judéo-arabes et les judéo-espagnols. Et le peu que la bande-annonce que j'ai vue, ça a l'air absolument passionnant. Je le recommande à vous qui nous suivez et je vous le recommande à vous si vous l'avez pas encore vu. Et je me le recommande à moi. Et puis une autre remarque, on parlait tout à l'heure de l'actualité qui nous percute. Alors pour ceux qui, enfin je sais pas, je pense que c'est important. Il y a sur le site de l'Écuge, il y a un lien si vous voulez faire un don de solidarité pour l'Ukraine. Tout est coordonné par le Fonds social. Donc si vous allez sur le site de l'Écuge, vous trouverez les informations. Et il y a aussi, pour ceux qui préfèrent, il y a un site ukrainien qui date du début des années 2000, qui s'appelle Razom, qui a des contacts en Ukraine et qui distribue directement de l'aide médicale. Écoutez, voilà, je voulais vous remercier infiniment l'un et l'autre pour avoir accepté de venir parler de choses qui sont très personnelles et que vous avez choisi de faire remonter à la surface. Merci Esther. Allez-y. C'était très important de faire remonter à la surface. Ça fait encore des choses de l'histoire qui vont prendre du temps, notamment cette question des disparitions, des enlèvements. C'est encore une part de l'histoire qui reste recouverte par le silence. Donc c'est important de pouvoir en parler. Il faudrait que l'autre côté aussi ouvre ses archives pour avoir les éléments. Ça vient
Ça viendra. Marc, une conclusion, une phrase? Non, simplement, je pense que il y a deux manières d'écrire cette histoire. Il y a une manière de l'écrire en historien, en croisant les sources, et je crois que les archives maintenant sont nombreuses, permettent de connaître. Et puis écrire à la première personne, c'est tout à fait différent. C'est tout à fait différent. C'est un lien personnel. Ce sont aussi des manières qui s'écrivent au jeu. J'écris cela et d'autres, peut-être ici dans la salle, l'écriront sans doute différemment, au gré aussi des contacts que l'on pouvait avoir avec les uns et avec les autres. Moi, les contacts que je pouvais avoir avec les Arabes étaient rares, mais ils étaient riches, et en même temps, c'était une individualisation de l'arabe, si je puis dire. J'avais tel Arabe à côté de moi, mon docteur, mon propriétaire, Mimouna, la Mauresque aussi, dont parle Marie-Claude dans son livre. Et puis il y avait à côté toute la masse des Arabes, tous ceux qui existaient, mais que l'on voyait. On peut pas dire qu'on ne les voyait pas, mais dont on ne pouvait pas dire le nom. Alors tout ça, ça fait c'est pas une histoire d'Algérie, ce sont des histoires d'Algérie que l'on peut écrire. Oui. Ce qui ne s'est pas refermé et ce qui s'ouvre, c'est la littérature. Que ce soit du côté algérien ou du côté de ceux qui ont connu là-bas ou qui donc en ont entendu. Rendez-vous dans 2 ans pour reprendre cet entretien quand vous aurez rajouté un livre à la collection. Merci à tous. Bonsoir. Merci à vous.